Et voilà, nous nous retrouvons donc pour une autre séquence de réflexion avec la situation en République démocratique du Congo, compte tenu d'ailleurs de la crise sécuritaire dans le pays qui s'enlise. L'état-major général de l'armée de la République démocratique du Congo a décidé de déployer les combattants du groupe paramilitaire russe Wagner, connu pour leur efficacité justement et leur rapidité de décision afin de combattre les rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. De nombreux spécialistes militaires russes ont donc été rapidement transférés du pays voisin, la République centrafricaine, et ont déjà remporté en tout cas les victoires sur le terrain. Il est devenu en tout cas connu que le groupe Wagner aura donc accès à bien entendu à cette zone et pourra très certainement permettre à cette partie de la République démocratique du Congo de pouvoir retrouver sa quiétude après de nombreuses années d'instabilité maintenue notamment par le groupe M23 qui dit officiellement soutenir, on va dire, la tribu Tutsi qui serait celle du président Kagame au pouvoir du côté du Rwanda, d'un véritable génocide dit-on préparé par le régime de Kinshasa. On fait le point rapidement autour de ce fait d'actualité avec nos experts qui nous retrouvent. Jonathan Batingene, Charlie Kenye, bienvenue à vous respectivement. Bonsoir. Charlie, on rentre de plein pied avec vous. Les propos ne sont pas de nous, les propos sont de l'état-major général de l'armée de la République démocratique du Congo, qui a d'ailleurs affirmé, rassuré que jusqu'ici, en tout cas, en quelques temps seulement, le groupe paramilitaire russe est déployé dans son pays à l'est pour être plus précis, et les victoires se comptent désormais, ce qui nous laisse véritablement croire que peut-être on est parti pour récupérer, et d'ailleurs plusieurs villes, plusieurs sites stratégiques ont été récupérés à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on en sait davantage autour de ce déploiement de groupes paramilitaires russes à l'est de la RDC? Bien, nous savons déjà que c'est une demande qui a été formulée par l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, en soutien justement aux opérations et aux éléments des forces armées de la République du Congo déjà déployées sur le terrain à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu, où vous avez une montée en puissance justement du groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda qui continue de sévir de ce côté-là. Les derniers chiffres aujourd'hui, on parle de pratiquement 100 000 réfugiés, indépendamment des déplacés internes, qui ont amené à ce que l'état-major général des armées de RDC justement fasse appel au groupe Wagner, mais plus connu sous le nom d'African Corps. Et donc c'est également sur la base des résultats que ce groupe paramilitaire russe a eu justement engendré dans certains pays voisins tels que la République centrafricaine ou même encore le Mali. Et donc c'est fort justement de ce constat-là que l'état-major général des armées de RDC a fait appel à ce groupe-là moyennant, parce que c'est important de le rappeler, moyennant un certain nombre de minerais, parce qu'en guise de compensation de leur déploiement, il a été prévu justement de leur remettre l'exploitation d'un certain nombre de gisements. On va y arriver pour apprécier notamment cette architecture sur laquelle s'articule la présence militaire russe du côté donc de la République démocratique du Congo. Mais l'urgence, c'était la quiétude, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. L'urgence déjà, c'était de pouvoir déjà s'assurer que véritablement ceux-ci allaient effectivement répondre à cet appel, parce que vous pouvez appeler mais vous n'êtes pas sûr de la réponse de l'appel. Et il fallait déjà s'assurer cela. Et donc le groupe paramilitaire Wagner a accepté véritablement de répondre à l'appel de l'état général-major des armées. Et ce qui aujourd'hui peut vraisemblablement marquer le geste, c'est que le groupe ou alors l'état-major justement de Wagner n'a simplement fait que détacher un certain nombre de ses effectifs qui étaient déjà présents sur le continent africain, précisément en République centrafricaine, pour les envoyer du côté de la République démocratique du Congo. Et vous savez très pertinemment que la République centrafricaine également partage une frontière avec la RDC, et que ce sont des peuples également qui se connaissent, et donc c'est peut-être fort de cette connaissance du terrain que l'état-major justement du groupe paramilitaire Wagner a jugé utile de transférer certains de ses effectifs déjà présents sur le sol africain, c'est-à-dire en République centrafricaine, pour les envoyer à RDC. Au-delà justement de cette connaissance du terrain, il faut également dire que
ce sont des instructeurs et des hommes aguerris au combat qui ont remporté d'énormes victoires du côté de la République centrafricaine. La dernière en date, c'est celle justement qui a eu lieu le 24 et le 25 mai à l'est de la République centrafricaine, dans les localités de Zenio, dans le village de Kites et dans d'autres localités à l'est où, justement, aux côtés des FACA, des forces armées centrafricaines, le groupe paramilitaire russe Wagner a remporté d'énormes victoires contre le groupe rebelle plus connu sous le nom de l'UPC. Et donc, c'est fort également de cette réalité-là, de cette victoire engagée par cette organisation paramilitaire que l'état-major général des armées de RDC a jugé utile de faire appel à eux pour justement essayer de renverser la situation sur le terrain. Et aujourd'hui, les dernières informations que nous avons en date paraissent plutôt satisfaisantes parce qu'il faut rappeler que depuis l'arrivée justement de ces forces armées paramilitaires russes, aujourd'hui, on nous a annoncé il y a de cela 48 heures la récupération de 8 localités par les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues justement par ces instructeurs, par ces forces paramilitaires russes qui démontrent à suffire l'efficacité de ces hommes au niveau du terrain et qui vraisemblablement pourra amener les forces armées de RDC à peut-être, je dis bien peut-être, pacifier le pays. Alors, je ne sais pas si on a Jonathan avec nous en repérage. Jonathan, est-ce que vous nous écoutez? Allez, on n'a pas. Et vous l'avez d'ailleurs rappelé, Charlie Kenyé, c'est une architecture assez particulière sur laquelle est adossée notamment la présence russe du côté de la République démocratique. Il faut dire qu'elle ne s'est pas faite de gaieté de cœur parce que en face il y a la grosse présence, sinon la grosse menace, le grand intérêt, c'est l'expression qui sied, le grand intérêt américain, notamment sur ces nombreux gisements d'or qui sont donc observés du côté de la République démocratique du Congo. Mais seulement il y avait comme une forme de complexité, mais surtout des difficultés quant à la capacité, en tout cas, du moins quant à la mise en application de la volonté américaine qui voulait créer un véritable corridor, je crois, de la RDC pour la Zambie, avec probablement un point de chute en Afrique du Sud. Seulement, le gouvernement sud-africain étant plus ou moins présenté comme hostile, notamment à la présence américaine, il a eu assez de difficultés pour pouvoir, bien entendu, mettre ce corridor en exploitation, ce qui aurait clairement faciliter l'arrivée, alors justement l'entrée en scène de la Russie qui lui par contre a des excellentes relations notamment avec notamment l'Afrique du Sud. Est-ce que autant de choses auraient finalement poussé aujourd'hui, alors catapulté en tout cas la présence russe sur le théâtre des opérations en République démocratique du Congo? Avec nos invités, la situation à l'est de la République démocratique du Congo, avec donc l'entrée en scène du groupe paramilitaire russe Wagner qui commence à compter notamment à cette victoire et de territoires récupérés. En tout cas, c'est le rapport de l'état-major général de l'armée de la République démocratique du Congo qui nous dresse en tout cas un bilan somme toute élogieux de la montée, de l'avancée en tout cas de cette troupe russe, même si des questions demeurent. Qu'en est-il en tout cas de l'armée locale? Est-elle aussi vulnérable qu'elle ne puisse pas, bien entendu, parvenir à la sécurisation du territoire congolais, ou alors à terme, on aura certainement des joint ventures ou alors des think tanks qui pourraient permettre effectivement un transfert de compétences, comme c'est le cas notamment en République centrafricaine. On voit les FAMA désormais se déployer sur le terrain, tout comme du côté donc du Mali et bien d'autres pays avec lesquels la Fédération de Russie a une coopération sécuritaire assez étroite. Charlie, on convoquait notamment l'entrée en scène de la Russie, on le sait, c'est d'ailleurs des révélations exclusives faites par Afrique Média sur le caractère, on va dire, quasiment exclusif de l'appartenance des richesses du sol et du sous-sol congolais à l'État américain. Aujourd'hui, il y avait des gros soucis avec notamment l'Afrique du Sud sur le corridor qui avait été mis sur pied pour permettre notamment l'exploitation et l'exploration des minerais congolais, des corridors finalement qui sont assez favorables, on va dire ainsi, à la Russie, qui a des relations assez étroites avec l'Afrique du Sud. Est-ce qu'autant d'éléments aurait, de votre point de vue, favorisé aujourd'hui l'arrivée de la présence russe au sein des théâtres d'opération en République démocratique du Congo? Charlie?
Allez, on espère effectivement qu'on pourra retrouver nos amis Charlie Kenny et Jonathan Batenguene dans un court instant avec eux pour évoquer donc ce fait d'actualité assez particulier qui doit certainement réjouir plusieurs Africains quand on sait effectivement que la République démocratique Congo a été piégée par plusieurs feux, notamment allumés, maintenus, on va le dire ainsi, par la présence du M23 lui-même, soutenu, encadré, parrainé, financé notamment par les officines impérialistes. Est-ce finalement le bout du tunnel, la panacée qui permettra effectivement à cette partie du territoire qui connaît effectivement le plus long génocide de l'humanité de pouvoir retrouver effectivement sa quiétude? Les craintes restent et demeurent quant à la capacité effectivement de ce pays à pouvoir désormais s'affranchir de ce paternalisme occidental pour le bien de sa population. Charlie, Jonathan, rebonsoir à vous, est-ce que vous nous écoutez? Vous savez, depuis que la RDC a connu un ensemble de véritables fiascos avec la coopération occidentale, surtout les multinationales, les sociétés paramilitaires françaises qui opéraient à l'est de la RDC, elle a tiré des leçons. Le président Tshisekedi a compris qu'il avait affaire avec des partenaires faux, des partenaires qui n'ont pas la réelle maîtrise des qui ont des armées qui ne sont pas au contact des opérations de terrain depuis plusieurs années et dont l'ensemble des militaires a un travail de bureau. Ces derniers, lorsqu'ils arrivent sur les théâtres d'opération, ne performent pas comme il est souhaité. Et le M23 alignait des victoires phénoménales, si ce n'est honteuses et humiliantes contre l'armée congolaise. Dans les villes comme Bunagana, une ville comme Goma qui était constamment titillée, harcelée par les groupes armés. Maintenant, la situation semble s'inverser. Depuis l'arrivée des paramilitaires du PMC Wagner, ce que nous appelons Sewa Security, son nom de code OTAN Wagner, depuis qu'ils sont arrivés, on enregistre de plus en plus un recul des M23. Il y a eu la destruction le mois dernier de systèmes de défense antiaérien rwandais qui étaient utilisés par les paramilitaires de M23, par les rebelles du M23 comme moyen de protection pour contrer les opérations aériennes de l'armée congolaise. Vous avez également un ensemble de localités qui ont été libérées aux alentours de Goma et une percée de l'armée congolaise qui de plus en plus se rapproche de la frontière rwandaise. On parle dans les prochains, on dit que selon les experts, dans les prochains mois, l'armée congolaise pourrait libérer plus de 40% du territoire qui était occupé. C'est une progression phénoménale, surtout qu'il s'agit d'un vaste territoire. C'est véritablement un vaste territoire, c'est carrément un pays. C'est plus grand que l'ensemble du Rwanda et les opérations qui sont menées font face à une résistance farouche de troupes qui ont été entraînées. On dit que les M23, c'est les forces spéciales rwandaises qui sont en fait déguisées en groupes rebelles. Donc, il s'agit de forces véritablement entraînées qui ont l'expérience de terrain, qui ont la capacité de frappe et qui ont un matériel de très bonne qualité parce qu'ils sont armés avec du matériel d'origine otanienne. Vous avez des mitraillettes états-uniennes qui sont utilisées par ces combattants. Vous avez également du matériel français. Il faut noter que lors de la dernière visite de Tshisekedi, il a fait la désespérante aventure suivant laquelle il est sur un territoire et au lendemain de son départ, les autorités françaises scellent un deal militaire avec les autorités rwandaises. C'était une véritable désillusion de sa part et le président Tshisekedi a eu des choses, il s'est tourné vers des de Sewa Security qui aujourd'hui sont en train de proposer une
une réponse adaptée, adéquate au type de menace que constituait le M23. Je reste avec vous, Jonathan Matengene, parce que l'on tentera en tout cas de comprendre clairement ce qui a favorisé, alors catapulté effectivement l'arrivée du groupe CEA Security du côté de la République démocratique du Congo, parce qu'il faut le dire, cette présence est articulée sur deux volets assez particuliers, le volet économique mais surtout le volet sécuritaire. D'abord le volet économique parce qu'il y aura l'exploitation et l'exploration et l'exploitation de certains gisements d'or, lesquels étaient d'ailleurs plus ou moins la chasse gardée des États-Unis, qui elles également à son temps eu des difficultés, notamment à pouvoir mettre des corridors qui devaient transporter tout cela, avec notamment le point de chute l'Afrique du Sud, même si des pays comme, je crois, la Zambie avait effectivement donné leur aval, mais l'Afrique du Sud avait clairement été opposée à une telle dynamique. Est-ce que le contexte aussi sous-régional, le contexte géopolitique actuel a prévalu, notamment pour que la Russie puisse finalement aujourd'hui réussir à s'imposer dans un véritable marigot, passez-moi l'expression, qui était fièrement acquis aux Américains? Vous savez, les opérations militaires ont souvent comme épineux problème le mécanisme de financement. Donc, c'est pour clarifier déjà cet aspect économique que vous levez ou bien que vous posez, parce que, à vous entendre, on pourrait tenter de dire que le PMG CEA Security, nom de code OTAN Wagner, se sert sur filmer le narratif occidental. Et en fait, à la recherche des ressources naturelles. Non. Il s'agit en fait du financement endogène des groupes, des partis que la RDC sollicite, parce que ce n'est pas une coopération militaire au sens où il s'agit simplement de la formation. Auquel cas, le cadre de REMU finit dans la convention. Ici, il s'agit de combattants qui vont venir sur le territoire congolais, qui viennent sur le territoire congolais, qui, sur le plan endogène, mènent des opérations de terrain et donc ont une logistique, ont un personnel et ont plus de coûts. Il faut noter que quand les opérations de CEA Security sont menées, ils utilisent des hélicoptères de combat, ils utilisent des chars de combat. Donc, il y a un coût opérationnel pour tout ça. C'est dans ce cadre que l'État du Congo, ne disposant pas des ressources financières, a préféré une rémunération en matériel. Et donc, la rémunération en matériel consiste en l'exploitation des mines d'or de Montboilou. Donc, les mines d'or de Montboilou, c'était un gisement important qui était très convoité par les États-Unis. Ces derniers ont été incapables de viabiliser le secteur parce que d'abord, les États-Unis aiment utiliser les voies. Ce n'est pas que c'était impossible pour eux de pouvoir sécuriser la zone, mais ils aiment bien utiliser les voies de contrebande et préfèrent se rémunérer ou bien préfèrent simplement attendre en aval tout ce qui va se faire avec les bandes armées en amont. Et c'est comme ça qu'ils avaient l'Afrique du Sud. Vous savez, l'Afrique du Sud, ça a été une particularité. Même l'or du Mali transitait par l'Afrique du Sud avant de remonter vers les États-Unis et vers d'autres pays du Moyen-Orient. Donc l'Afrique du Sud est utilisée par les États-Unis, du moins le marché des minerais en Afrique du Sud est utilisé par les États-Unis comme zone de transit. Pourquoi l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud parce que c'est quand même là où on retrouve l'ancienne société de Cecil Rhodes. Vous connaissez Cecil Rhodes, ce milliardaire anglais qui a fait fortune en venant exploiter les ressources minières en Afrique du Sud, puis au Zimbabwe. Il a été le fondateur de il a été le fondateur d'une des plus grandes sociétés. Nous allons revenir là-dessus plus tard. Et il a aujourd'hui une grande société qui, avec Oppenheimer, a décidé de muer et est devenu le numéro 1 mondial dans le domaine des minerais.
C'est là-bas en Afrique du Sud que c'est situé. Et cette compagnie exploite les mines de charbon, les mines d'or, les mines de cobalt et certaines grandes mines en Afrique du Sud. Et en dehors de cela, est également impliqué dans la contrebande des minerais qui partent des pays en guerre, que ce soit du Centrafrique, de la RDC et hier même aussi des pays comme l'Ouganda et remonte vers l'Afrique du Sud avant de prendre la direction de New York ou bien d'autres villes. Donc c'est ce genre de compagnie en Afrique du Sud que les États-Unis utilisent. C'est le numéro 1 des minerais, je vais retrouver son nom, c'est le numéro 1 des minerais et c'est aussi immatriculé à Londres. C'est une des compagnies qui a beaucoup aidé la famille royale britannique. D'ailleurs, les diamants volés en Afrique du Sud aux autochtones, c'est cette compagnie qui s'en est chargée. Donc voilà un peu la route des minerais de RDC qui est tracée dans le cadre d'une contrebande internationale qui finit sur le marché mondial, surtout aux États-Unis, comme étant de l'or raffiné, de l'or qui est utilisé dans les réserves états-uniennes. Vous avez donc ce riche marché qui va être bousculé. Vous avez le marché du cuivre. Vous avez également le cuivre. Allez, on a été interrompu avec Jonathan qui pourra nous retrouver à tout moment. Charlie, est-ce que vous nous recevez à nouveau? Bonsoir. Allez, en attendant de vous retrouver, Charlie, Jonathan, nous vous retrouvons pour terminer en tout cas avec votre analyse. Jonathan, parce que vous étiez en train de nous, après le marché, je crois que là, vous étiez en train de nous parler cette fois-là du cuivre. Charlie, je retrouve, puisque tout à l'heure on a suivi Jonathan qui nous faisait effectivement savoir que la présence de ces paramilitaires russes du côté de la République démocratique du Congo était justement une action spontanée, qu'il n'y avait pas une véritable architecture sécuritaire sur laquelle reposait notamment la présence de ces derniers dans une dynamique en tout cas qui devrait s'étendre dans du long terme. Alors, qu'en est-il effectivement d'une véritable coopération militaire avec la Fédération de Russie, comme on le voit avec bien de pays sur le continent africain? Pourquoi ça traîne de votre point de vue, Charlie? Alors, avant de retourner à Jonathan Matingene, pourquoi la mise en place d'une coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie, comme on le voit avec bien de pays sur le continent africain, tarde à se mettre en place? Je pense qu'il y a une question de timing et il y a également une question d'urgence. Le timing en ce sens où, vous savez, le dernier sommet Russie-Afrique, il y a eu également des engagements qui ont été pris de part et d'autre entre la Fédération de Russie et la République démocratique du Congo dans bien des domaines, beaucoup plus dans des domaines liés au transport, liés à la santé, liés à l'économie. Et donc aujourd'hui, il y a une urgence. L'urgence se trouve être la situation de crise que nous observons à l'est de la RDC. Et face à cette situation de crise, face à cette urgence observée, il faut des mesures d'urgence. Et parmi ces mesures d'urgence, comme le rappelait tout à l'heure mon frère Jonathan Matingene, le gouvernement de la RDC, le président Félix Tshisekedi, a eu à faire appel à de nombreuses organisations de sécurité privée occidentale, c'est important de le rappeler. Vous avez des Français qui sont là-bas, vous avez également des Roumains, vous avez des mercenaires roumains également qui opèrent de ce côté-là. Vous avez bien des forces comme ça qui, depuis un certain nombre de mois, opèrent à l'est de la République démocratique du Congo sans que véritablement on ne puisse voir l'impact, sans qu'il y ait un retour assez satisfaisant sur le terrain, puisque je vous rappelais tout à l'heure, les rebelles du M23 ne faisaient que gagner en puissance et remporter des victoires sur les forces armées de RDC et à côté de ça, vous avez les exactions qui étaient commises contre les populations civiles. On parle aujourd'hui de près de 100 000 réfugiés, sans parler des déplacés internes. Et cette situation justement d'urgence a amené l'état-major des armées, bien sûr, avec l'aval du gouvernement et de l'État congolais, à faire appel à la société de sécurité privée militaire Wagner. Rappelons que justement dans ce contexte d'urgence, il n'arrive pas dans le cadre d'un partenariat, d'une coopération militaire où il y aurait un certain nombre de contenants qui feraient en sorte que peut-être on ne serait pas en train de remettre un certain nombre de gisements miniers en guise de compensation dans le cadre justement de leurs opérations et de leur rémunération sur le terrain. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, l'appel qui a été fait à la force, l'organisation paramilitaire Wagner
s'est faite de façon prompte et l'état-major de ce groupe paramilitaire a répondu promptement. C'est l'une des raisons justement qui les a entraînés à dépêcher un certain nombre de leurs effectifs déjà présents sur le sol africain et très proches de la RDC, à savoir la République centrafricaine, pour pouvoir agir sur le terrain. Les réalités aujourd'hui, c'est qu'elles sont là. Tout à l'heure, je vous rappelais que les dernières informations qui nous parviennent de ce côté, il y a 8 localités qui étaient entre les mains du groupe M23 qui ont été récupérées par les forces armées de RDC avec le soutien justement de ces alliés russes-là, qui démontrent à suffire le caractère efficace, voire efficient même, de ces combattants sur le terrain. À partir de cet instant, on comprend très bien que nous ne sommes pas véritablement dans une situation normale ou alors dans une coopération normale qui aura amené à ce qu'un certain nombre de tenants d'aboutissants puissent être mentionnés par écrit sur un document. Donc, nous sommes dans une situation d'urgence qui aujourd'hui, à travers cette situation d'urgence, demande des mesures d'urgence qui ont amené à ce que le groupe paramilitaire Wagner arrive du côté à l'est de la RDC et que nous observons ce que nous sommes en train de voir sur le terrain. Dans un cadre général, on peut dire très clairement que c'est une situation qui, ma foi, compte tenu justement d'un certain nombre d'informations qui nous parviennent sur le terrain, peut s'admirer ou peut s'apprécier comme étant. Allez, Jonathan, en votre tout à l'heure, vous étiez clairement en train de nous permettre en tout cas de mieux comprendre l'architecture, alors la dynamique qui sous-tend la présence, bien entendu, russe du côté de la République démocratique du Congo. Et vous semblez effectivement déconstruire le narratif qui voudrait que l'on pense effectivement que la présence, que les Russes étaient, du moins se payaient en tout cas les mines du côté de la République démocratique du Congo. D'autres précisions peut-être avant de passer à autre chose, Jonathan. Allô? Vous m'entendez très bien? Oui. Moi, je vous suis très bien. Allez-y, Jonathan, nous vous recevons cette fois-là. Bon, vous avez maintenant les routes du cuivre. Les routes du cuivre, c'est des routes qui sont importantes. Qu'ils soient désormais contrôlés par les Russes veut dire que en fait les groupes armés n'auront plus la capacité de racketter sur ce territoire, mais surtout de travailler à faire sortir illicitement ce cuivre. Vous avez également le cobalt qui va être sous le contrôle des Russes. Ça veut dire qu'en fait, les Russes pourront contrôler également une ressource stratégique qui était hier l'une des sources du M23. Il faut noter que le Rwanda voisin exporte carrément les 2 tiers du cobalt de RDC. Et ça, c'est une des jueuses de fruits de la rébellion et de la rapine du M23. Donc, pour le Rwanda, ça va constituer donc un manque à gagner important et les Russes vont se constituer désormais comme étant ceux qui sécurisent ces ressources-là. C'est le moment de permettre certainement le développement d'une exploitation industrielle de ces ressources, parce que jusqu'à présent, on est encore dans le champ de l'exploitation artisanale. Quand vous regardez, il y a de cela quelques jours, il y a de cela quelques années encore, je crois 2 ans, on parlait des débuts de l'industrialisation de l'industrie minière congolaise. On est encore dans l'exploitation artisanale. Il faut noter que dans les parcs comme les Runga, ou bien dans les parcs comme les Runga, oui, qui sont des parcs très riches en matières premières et où on trouve d'importants gisements à ciel ouvert, les groupes rebelles, surtout les groupes apparentés au M23, utilisent des enfants pour exploiter, pour creuser dans les mines et pour exploiter les matières premières. Ce travail, avec le mépris de la communauté internationale, est encouragé par les multinationales qui voient là une main-d'œuvre bon marché et surtout très docile, qui est socialisée à des conditions de travail dignes de l'esclavage. Donc, avec la présence russe sur les sites miniers, on va voir davantage du travail décent être créé et une lutte accrue
contre le travail des enfants. Donc, la présence des Russes autour de ces importants gisements, ce n'est pas seulement une manière de les rémunérer ou bien de leur permettre de dégager des sources de revenus, c'est aussi une manière pour l'État du Congo de prendre véritablement le contrôle de ces infrastructures névralgiques et d'empêcher que sur son territoire se reproduise la traite des enfants, parce que tout travail assigné à des enfants mineurs s'apparente à de la traite des enfants et c'est condamné par une convention spécifique des Nations Unies et est considéré comme un crime contre l'humanité. Or, les groupes rebelles qui travaillent en relation avec les multinationales jusqu'à présent jouissent d'un droit d'impunité avec le regard tout à fait complice de la communauté dite internationale, particulièrement des États-Unis, qui avaient adressé un véritable intérêt pour la région. Alors, Jonathan, on reste avec vous et on a envie de savoir à quand la mise sur pied d'un véritable cadre, j'ai envie de dire, de sécurité qui puisse aujourd'hui permettre, puisque l'autre réflexion sera celle de savoir, oui, on a aujourd'hui la présence de ce groupe paramilitaire russe qui est certainement en train de faire du job, mais qu'en est-il de l'armée locale? Est-ce qu'il n'est pas urgent, puisqu'on parlait de l'ordre des priorités tout à l'heure et quelqu'un me dira qu'un management dans l'ordre des priorités, il y a la priorité prioritaire. C'est la priorité prioritaire, c'est de permettre effectivement de stopper en tout cas cette gangrène que l'on pourrait qualifier aujourd'hui le M23. Mais à long terme, est-ce qu'on pourrait avoir un cadre assez particulier qui pourra permettre aujourd'hui à ce que cette armée locale soit elle aussi capacitée pour pouvoir répondre clairement sur le terrain face à la menace terroriste? Vous savez, l'armée de RDC, si vous regardez son potentiel en nombre, ce qu'il manque à l'armée de RDC, c'est véritablement un cadre de formation patriotique. Et ça, nous croyons que les Russes peuvent aider à apporter ce plus dans la formation du personnel. Pourquoi nous parlons d'un cadre de formation patriotique? Notez que les M23 qui opèrent dans les villes de Bunagana, de Rutshuru, de Goma ou bien aux alentours de Goma, ces M23 travaillent parfois en coopération avec des commandants des FARDC qui, eux, de manière un peu opportune, se livrent à un commerce tout à fait contre nature. On a même vu certains qui ont vendu des informations au M23. De simplement se faire un peu d'argent. C'est une absence de patriotisme qui nous laisse comprendre que, en fait, parmi ces hommes, il n'y a pas encore une estime du pays qui fait que le pays est au-dessus privé. Donc, les Russes pourraient apporter là-dessus, mais vous voyez, c'est une construction immatérielle, cette construction est idéologique. Cette construction idéologique de l'armée congolaise va se faire avec le temps. Quand vous regardez le pays voisin, le Centrafrique, depuis déjà bientôt 7 ans que les Russes sont au Centrafrique, ils ont travaillé à ce que émerge d'abord un sentiment d'adhésion patriotique à l'armée. Au-delà de la formation technique, ils travaillent sur la formation patriotique. C'est ce socle-là qui permet aujourd'hui au FACA de véritablement répondre avec efficacité contre les groupes rebelles. La même chose doit être faite au niveau de la RDC. Pourquoi? Parce que vous avez un pays qui avait un fort taux d'instruction, vous avez sous le régime Mobutu, mais avec un niveau d'extraversion élevé. Et quand le président Kabila est arrivé, le président Kabila, qui incarnait l'ouverture, a donc exposé également beaucoup la population à une vision très extravertie du monde. Et l'armée est inféodée de ces comportements d'extraversion, de généraux qui ne pensent qu'à la fortune, d'officiers supérieurs qui ne pensent qu'à se faire, qu'à se remplir leur compte bancaire et qui pensent très peu au pays. C'est aussi parfois des éléments qui sont issus des processus de réconciliation nationale, donc d'anciens rebelles qui sont convertis en militaires d'armée régulière. Avec une telle armée, vous ne pouvez pas immédiatement engager, avoir des résultats sur un terrain de guerre. Il faut du temps, il faut que
un nouvel état d'esprit se développe dans cette armée. Et c'est cet état d'esprit que nous appelons l'état d'esprit patriotique. Avec son émergence, vous allez voir que les FARDC pourront à la longue, tout seuls, répondre efficacement à n'importe quelle menace. Parce qu'actuellement, Fabrice, il y a du matériel, il y a même du matériel de bonne qualité dans les FARDC, mais dans le mental, ce n'est pas du tout adapté au terrain de guerre. Merci à vous, Jonathan. On va tenter de refermer cette réflexion avec un dernier tour de table. Charlie, je vous retrouve. Quel avenir finalement donc pour le M23? Est-ce que tout est parti pour faire taire finalement cette menace qui cause la désolation au quotidien, notamment à l'est de la République démocratique du Congo? Charlie? Oui, moi je pense que effectivement, avec l'arrivée justement du groupe paramilitaire Wagner, je crois qu'il y a un lendemain meilleur peut s'annonce ou alors pourrait s'annoncer de ce côté-là. Il faut rappeler, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure, depuis qu'ils sont arrivés, vous avez, je crois, entre 6 et 8 localités qui ont été libérées par les forces armées de RDC en soutien avec cette alliée russe-là. Il faut également rappeler que depuis leur arrivée, les opérations qui sont menées sur le terrain, précisément pour le contrôle d'un certain nombre de gisements de minerais, va justement réduire les capacités de nuisance de ces groupes armés, là, précisément du M23. Parce qu'il faut dire, comme Jonathan Bateng le rappelait tout à l'heure, le M23 également arrive à s'alimenter, arrive à financer ces opérations sur le terrain en exploitant de façon clandestine un certain nombre de ces gisements minéraux-là. Parce que derrière, on va vous parler des multinationales qui travaillent, mais derrière ces multinationales-là, vous allez voir qu'elles sont sous la sécurité de ces groupes armés, parmi lesquels le M23. Quand vous prenez par exemple le gisement de Mongbalou, qui est l'un des plus importants gisements d'or, vous voyez très clairement qu'aujourd'hui, avec la reprise de ce gisement-là par le groupe paramilitaire russe Wagner, cela va forcément impacter un certain nombre de flux et de moyens financiers dont disposaient ces groupes rebelles pour financer leurs opérations sur le terrain. Vous avez également le contrôle d'un certain nombre de gisements liés, par exemple au cobalt et au cuivre. On le rappelait encore tout à l'heure, l'un des plus importants gisements de cobalt, celui de Kolwezi, qui est en train justement d'être contrôlé par le groupe paramilitaire russe Wagner. Le contrôle d'un certain nombre de corridors. Vous avez l'un des plus importants corridors qui est le corridor de Lobito, le corridor de Lobito, qui en réalité est ce corridor-là qui lie les gisements de RDC et de la Zambie au port atlantique de Lobito en Angola. Et donc c'est un gisement, c'est un corridor assez important qui a justifié un certain nombre d'investissements américains, parce qu'il faut rappeler que dans l'esprit dans la construction d'un certain nombre d'infrastructures, son équipement et même son exploitation jusqu'à son entretien, l'État américain a investi énormément sur ce corridor-là. On parle de pratiquement 455 millions de dollars qui ont été investis côté angolais et pratiquement 100 millions de dollars qui ont été investis côté RDC pour justement viabiliser ce corridor, celui de Lobito, qui relie un certain nombre de gisements minéraux de la RDC, de la Zambie au port atlantique de Lobito qui est situé en Angola. Et donc le contrôle de ce corridor stratégique va également réduire un certain nombre de capacités financières et donc de financement des opérations de ces groupes rebelles là sur le terrain. Donc dans l'ensemble, on peut que véritablement apprécier déjà à partir de ce que nous observons présentement le travail qui a été fait avec l'arrivée de ce groupe paramilitaire russe, mais il faut encore se projeter dans le temps, parce que j'insiste encore, et je crois que tout à l'heure on parlait dessus, Jonathan Bateng essayait de revenir dessus. L'un des plus grands problèmes aujourd'hui de cette armée, c'est-à-dire des forces armées de la RDC, c'est cette nationalisation de l'armée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein de cette armée-là, vous allez voir qu'il y a des combattants, des officiers qui sont des anciens combattants de groupes rebelles qui ont été reconvertis, qui ont été intégrés dans l'armée suite aux accords. Vous savez, après la première et la seconde guerre du Congo, il y a eu un certain nombre d'accords qui justement spécifiaient et recommandaient l'intégration de certains groupes armés, de certains groupes rebelles au sein des forces armées de RDC. Et ça fait qu'à partir de cet instant, vous allez voir que parfois,
lorsque les forces armées de RDC mènent un certain nombre d'opérations sur le terrain, ils sont très vite rattrapés parce que de l'autre côté, le camp ennemi avait déjà l'information. À partir de cet instant, il devient difficile de mener justement un certain nombre d'opérations sur le terrain, de mener un certain nombre de réactions tactiques sur le terrain, puisque l'ennemi semble plus informé que vous. Si à côté de ça, vous ajoutez également le fait que la plupart de ces organisations, de ces groupes rebelles qui sont présents à l'est de la RDC, reçoivent également du financement d'un certain nombre d'agences occidentales, d'agences de renseignement occidentales, parmi lesquelles la CIA. Il faut dire très clairement qu'aujourd'hui, il fallait également un contrepoids assez conséquent pour pouvoir justement renverser la tendance sur le terrain. Et quand on sait que lorsque le groupe paramilitaire Wagner est déployé sur le terrain, il se déploie également avec tout ce qui va comme moyen logistique, comme moyen de renseignement de la Fédération de Russie. Cela va justement permettre à ce que les forces armées de RDC puissent également être outillées ou alors puissent véritablement essayer de revoir les moyens de communication qui sont les leurs de nature notamment à pouvoir renverser la tendance sur le terrain. Mais prioritairement aujourd'hui, le défi de cette armée-là, c'est celui de pouvoir la nationaliser, parce qu'en réalité, il y a tellement d'éléments au sein de ces armées-là qui non seulement portent l'armée de la RDC, c'est-à-dire l'armée, la tenue de la République démocratique du Congo, mais qui derrière font un certain nombre de manœuvres, font un certain nombre de pratiques contre nature, de nature à s'enrichir, de nature justement à permettre à ce que le camp d'en face puisse avoir un certain nombre d'informations qui relèvent des opérations sur le terrain. Et ça rend la situation beaucoup plus compliquée. Donc, il y a un travail de fond qu'il faut faire en interne, mais pour l'instant, je pense qu'avec ce qui est déjà observable sur le terrain, nous pouvons que justement saluer cela, mais il faut aller plus loin. Cela passe également par, je veux dire quoi, une officialisation de ce partenariat-là. Je crois qu'aujourd'hui, la RDC doit véritablement signer un accord de partenariat militaire avec la Fédération de Russie en exprimant qualitativement et quantitativement le besoin qui est le leur, de façon justement à permettre à ce que la Fédération de Russie puisse mieux leur apporter leur soutien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu comme dans une forme de va-tout. Certes, on peut comprendre l'urgence, mais dans la durée, il va falloir mieux travailler ça, il va falloir mettre ça sur papier, il va falloir bien exprimer le besoin pour que vraisemblablement la Fédération de Russie puisse leur apporter de façon nécessaire, de façon efficiente l'aide dont ils ont besoin pour pouvoir pacifier l'Est de la RDC. Merci à vous, Charlie Kenny. Jonathan, on vous retrouve pour refermer cette réflexion. Quel avenir, en tout cas, pour le M23? Le M23 n'a d'avenir que en tant que force intégrée ou bien réintégrée au sein de... Vous m'entendez? Le M23 n'a d'avenir que en tant que force réintégrée au sein de l'armée rwandaise. Il n'y a pas d'avenir pour le M23. Oui, Allez-y, je vous entends très bien. Allez-y, Jonathan, nous vous recevons par contre parfaitement. Allô? Nous vous recevons parfaitement, Jonathan. Vous étiez en train de nous expliquer qu'il n'y a d'avenir pour le M23 au sein de l'armée rwandaise. Que le M23 devienne une force réglementaire. Oui, je disais que le M23 n'a d'avenir qu'au sein des forces armées rwandaises, que le M23 devienne une force réglementaire. En RDC, le M23 n'a plus d'avenir. Il n'a plus d'avenir. Et l'armée congolaise, soutenue par le renfort russe, les instructeurs russes, va continuer sa montée en puissance. On a vu en RCA comment cette montée en puissance a fait mal aux bandes armées. C'est le même sort qui attend les M23. Ils n'ont qu'à bien se tenir, soit ils décident dès maintenant de se montrer très sages en changeant très vite de métier, c'est-à-dire en redevenant des militaires rwandais, soit ils continuent à faire le malin et ils se montreront bien moins intelligents en affrontant la fureur de l'armée congolaise épaulée par les alliés russes qui, eux, ne font pas de quartier lorsqu'ils avancent. On a vu comment les Russes ont triomphé des groupes de l'État islamique en Syrie. On les a vus à la manœuvre au niveau de l'Ukraine. On les voit à la manœuvre ici en RCA. Ce sera pareil au niveau de l'Est de la RDC. Les populations de la RDC et de l'Est de la RDC peuvent déjà commencer à souffler un ouf de soulagement parce que bientôt,
leurs peines seront essuyées et ils pourront enfin jouir du bien de leur propre pays. Merci infiniment vous, Jonathan Barbatengene, Charlie Kenye, merci pour tous ces développements apportés donc dans le cadre de ce fait d'actualité lié à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec donc la présence du groupe paramilitaire russe Wagner qui est bien entendu sur les différents théâtres d'opération, avec ces nouvelles qui deviennent de plus en plus satisfaisantes. On y reviendra lors de nos prochains checkpoints de l'information. Merci à vous tous les deux pour vos contributions combien édifiantes. À très bientôt, bonsoir.